Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Vital sur RTC. Merci d'être avec nous en direct pour cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Boxeau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut médico-légal L'Université de Liège, oui. L'Université de Liège, effectivement. Donc médecin légiste fatalement. Et nous allons parler de votre discipline, qui est une discipline particulière, peut-être méconnue de la plupart d'entre vous qui nous suivez. Vous pouvez nous envoyer vos questions, vous posez des questions via la page Facebook de RTC sur l'événement Vital. Voilà, on aura l'occasion d'y répondre sans aucun doute. Pour vraiment nous accompagner dans cette émission, il y a un livre que vous avez sorti il n'y a pas très longtemps de cela, Les morts ont la parole. C'est un livre qui est sorti aux éditions Ken. Voilà, Kennes, pardon. Oui, Kennes, excusez-moi. On est en train de l'afficher, je regardais derrière vous. Médecin légiste fait parler les cadavres, âmes sensibles s'abstenir. Alors, le bouquin, vous pouvez vraiment... Oui, il ne faut pas avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur, clairement. Mais ça permet de découvrir effectivement non seulement votre métier, mais le sens que vous lui donnez et l'importance que vous lui donnez. Avant cela, je fais une petite parenthèse parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une autre actualité qui a été la vôtre. Et elle concerne le CHU, le CHU, puisque vous occupez désormais une fonction... Oui, je suis devenu président du conseil d'administration du CHU. Ça fait maintenant une bonne semaine et demie, oui. Et qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie... Quoi, le boulot? Le boulot, c'est évidemment de gérer le conseil d'administration, donc de préparer les séances et puis de les animer, d'une part, mais ce n'est pas un boulot d'animateur, évidemment. C'est aussi d'avoir un regard sur la façon dont le CHU fonctionne, c'est avoir un regard sur la façon dont on pourrait le faire fonctionner mieux, c'est amener éventuellement des projets dans cette matière, et c'est aujourd'hui, plus que jamais, travailler à ce rapprochement que l'on veut et qui sera entre le CHU et le CHR. Effectivement, on sait que dans le cadre de la réforme des soins de santé, il est demandé de travailler par bassin, qu'il n'y ait plus toutes les spécialisations dans tous les hôpitaux, mais bien de concentrer les efforts. Et c'est une excellente idée, hein, parce qu'on a vraiment un déficit de médecins, ça tout le monde le sait. D'une part, d'autre part, ça permet de mutualiser les ressources. Et dans une époque où on entre tout doucement dans une grande disette, hein, parce que sur le plan économique, les choses ne vont pas bien, on le voit, on est en récession, on le voit. On voit aussi que le gouvernement veut faire des restrictions en matière de santé, ce qui d'une certaine manière peut paraître logique. Hein. Quand il s'agit de faire des restrictions, on les fait partout. Encore que je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais enfin voilà, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Donc il va falloir... L'idée, c'est de aussi mutualiser nos ressources pour être meilleurs et plus performants au service des patients, sans renvoyer personne, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait de perte d'emploi. Voilà, exactement. Ça va vous occuper dans les mois, voire les années qui viennent, parce que voilà, ça va prendre du temps fatalement. Un mot aussi sur l'Institut médico-légal. On sait que ces dernières années, ce n'est pas non plus un secteur qui a été... financé peut-être à la hauteur de vos missions. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours un manque, un cadre qui est un peu... Alors, on est en manque de médecins légistes, d'une part. D'autre part, mais on n'a pas les moyens de les payer. Il n'y a jamais eu de financement. Hein. L'État ne nous a jamais financé. Ce que l'État fait, c'est de nous payer pour les missions qu'on remplit, que ce soit en matière d'ADN, en matière d'examen de vivants ou en matière d'examen de cadavres. À chaque fois, il y a un tarif qui est fixé par l'État. Donc, ce n'est pas nous qui disons combien on va être payé. C'est l'État qui détermine à combien on est payé pour telle mission. Et là, effectivement, il y a une carence monstrueuse, en telle manière que il n'y a pas moyen d'être médecin légiste et de vivre de ça. C'est-à-dire la seule spécialité où le gouvernement, quand il l'a créée en 2002, a dit qu'on pouvait la faire avec une autre. Parce qu'il est démontré, le gouvernement est bien au courant, puisqu'il a écrit, qu'il n'y a pas moyen de vivre de la médecine légale, donc il fallait pouvoir faire autre chose en plus. Mais d'un autre côté, il faut quand même qu'il y ait des médecins légistes, et des médecins légistes, ça ne se trouve pas dans le pan d'un cheval, et en Belgique, on reste pour l'instant 20-25 grand maximum, quoi, pour toute la Belgique. Donc ça veut dire que les médecins légistes sont par ailleurs généralistes ou spécialistes et ont besoin de cela? Oui, en fait, ils sont plutôt spécialistes, mais la médecine générale est devenue une spécialité, hein, mais ils ne sont pas en médecine générale. La médecine générale est un métier que l'on fait à temps plein, avec des patients qui sont demandeurs, que l'on s'occupe d'eux, et il faut être à leur disposition. Médecine légale et médecine générale, c'est assez incompatible pour ça. Mais par contre, médecine légale et anatomopathologie, ou médecine légale et médecine d'expertise, c'est tout à fait compatible. Et en Belgique, la plupart du temps, ceux qui sont médecins légistes sont aussi soit anapathes,
soit médecin expert judiciaire. Anapath, juste pour définir. Alors, anapath, ce sont les anatomopathologistes, c'est-à-dire des gens qui ont pour spécialité de pouvoir regarder les organes au microscope et en analysant les tissus au microscope, découvrir les maladies qu'ils présentent. D'accord. Médecine légale maintenant. Un médecin légiste, que fait-il? C'est quoi son job? Ah ben, il va voir des cadavres. Et mais pas que. On voit aussi beaucoup de vivants pour faire des constats de coups et blessures, etc. Et les morts représentent 20% à peu près de l'activité. Mais c'est une activité très importante pour laquelle il faut être disponible. Pas question de laisser attendre une équipe de police, pas question de laisser attendre un magistrat, ni bien sûr la famille qui attend des réponses concernant la mort d'un de leurs proches. Hein. C'est souvent comme ça. Donc, il consiste à, je suis à un endroit X, à l'Institut de médecine légale en l'occurrence, et puis je vais à un endroit Y, c'est-à-dire je vais là où on a trouvé le corps. Et je serai le premier à faire l'examen du corps avant même que le labo ne vienne, laboratoire de police technique et scientifique qui vient prendre des photos, relever les empreintes, relever toutes les traces qu'il y a sur une scène de crime. Donc on est en première ligne pour voir s'il y a lieu ou pas d'aller plus loin. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, mais on ne nous envoie pas sur tout. On nous envoie sur les cas que la police trouve suspect, que le parquet trouve suspect. Donc ce sont des morts violentes, et par ailleurs avec... Où on a un petit soupçon policier quant au fait qu'il aurait bien pu se passer quelque chose. Effectivement. Là, on vous appelle, on vous dit de vous présenter à un endroit, mais vous ne savez pas grand-chose. On vous donne peut-être que quelques éléments. En fait, parfois on nous dit un petit peu quelque chose, mais on m'a déjà annoncé un pendu, c'était un bonhomme qui s'est suicidé par arme à feu. Donc voilà, ça va de là à là, parce que c'est des appels en pleine nuit, parce que je ne prends pas nécessairement bien note quand on me réveille à 1h du matin ou à 2h du matin. Donc c'est sur place que je découvre ce qui se passe. C'est vraiment sur place. Alors sur place, vous avez les policiers qui sont là. Ils vous expliquent clairement la situation telle qu'ils l'ont découverte, ce qu'ils ont vu, ce qui se passe. Ils ont souvent fait aussi une petite enquête pour voir si le couple s'entendait bien, s'il n'y a pas de problème dans le ménage, etc., etc. Et puis seulement, je vais voir le corps. Mais je vais voir le corps après avoir parlé avec la police. Et je vais voir le corps avant de parler avec la famille, si je suis autorisé à parler avec la famille. Quand je vois que c'est bien un suicide et qu'il n'y a pas lieu à une enquête judiciaire, en tout cas de mon point de vue, j'en préviens le magistrat. Le magistrat prend la décision de, par exemple, rendre le corps à la famille parce qu'il estime que, bon, c'est bon, on a fermé toutes les portes, on peut. Je demande l'autorisation au magistrat si je peux parler avec la famille, de façon à voir si oui ou non, si la famille veut me voir, veut me poser des questions, c'est pas moi qui vais m'imposer, c'est à eux de me le demander. Alors à ce moment-là, je réponds à leurs questions, puisque le magistrat m'y autorise. Alors dans votre livre, Les morts ont la parole, ça peut paraître tout à fait paradoxal comme titre, mais voilà, c'est ce que vous dites, c'est que c'est la dernière occasion que vous leur donnez de prendre la parole et d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Tout à fait. C'est exactement ça. En fait, un corps défunt, pour tout le monde, c'est un cadavre. Nous, on trouve à la surface du corps des éléments qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé dans les toutes dernières minutes, dans les tout derniers moments, et de les interpréter. Donc l'examen se fait toujours sur un corps nu. Hein, on déshabille complètement le corps. Les lésions peuvent parfois être tellement discrètes ou à des endroits qu'on n'imagine pas qu'il vaut mieux le déshabiller. Avec un bon éclairage, obligatoire. J'ai des lampes frontales de spéléologie, ça donne du tonnerre de Dieu, ça nous permet de bien voir. On examine le corps sur les deux faces, on recueille l'ensemble des lésions qui sont visibles, et puis ensuite on fait une interprétation des lésions qu'on voit. C'est comme ça que ça marche. Et puis on fait les prélèvements nécessaires, et notamment du sang, de l'urine, pour, au cas où on envisagerait un empoisonnement, de manière à pouvoir faire des examens qui s'imposent pour découvrir le dit empoisonnement. Voilà. Donc ça prend grosso modo une vingtaine de minutes pour un examen de corps. Ça peut être plus long, mais la vingtaine de minutes, c'est en moyenne. Et avec cette vingtaine de minutes, on a tout le temps qu'il nous faut pour examiner le corps sous tous ses angles et avoir ou tous nos apaisements, mort naturelle, ou au contraire, toutes nos inquiétudes. Je rappelle que vous pouvez nous poser vos questions via la page Facebook. Dans ce que vous expliquez dans ce livre, parce qu'il y a une première partie où vous expliquez votre métier, pourquoi et comment vous y êtes arrivé, et puis vous donnez des histoires tout à fait pratiques, alors en changeant les noms, bien entendu, en ne donnant aucun détail personnel, pour ne pas reconnaître évidemment les cas de figure, mais vous expliquez que voilà, il y a des cas de pendaison, d'armes à feu, parfois il y a plusieurs personnes qui sont concernées, une personne décédée mais une personne vivante qui donne des détails aussi. Comment vous faites pour garder votre sang-froid justement ?
Il n'y a pas d'énervement à avoir. Non, pour moi, c'est logique, c'est comme ça. Une personne peut me parler, me mentir, ça arrive souvent, hein. Dans ces domaines-là, ça arrive très fréquemment. Ça ne me gêne pas, c'est son droit. C'est à moi de découvrir qu'elle ment. Et c'est à moi de mettre en évidence, si elle ment, ce en quoi elle ment. Et puis, à travers la justice, de la mettre face à ce qui ne va pas, à ces contradictions. Donc ça, c'est le boulot des enquêteurs. J'interviens pas là-dedans. J'interviens pas là. Je rassemble vraiment les éléments médico-légaux qui vont servir à l'enquête. Mais c'est pas moi qui fais l'enquête. Contrairement à ce qu'on voit dans les séries policières américaines. Oui, ça allait venir, justement. On fait pas ça. Je ne suis pas face au gars à l'interroger sans prendre de notes, sans un officier de police judiciaire. C'est totalement illégal pour nous de faire ça. Donc je fais pas ça. Résultat, je rassemble les éléments qui seront nécessaires pour que l'enquête puisse ensuite avancer. C'est tout. C'est tout. Donc je n'ai pas de sang-froid à garder ni à perdre. Je fais mon métier en toute quiétude, en fait. Et en toute quiétude, d'autant plus qu'on est protégé par la police. Donc personne ne peut débarquer là où on est. On a vraiment le temps et les moyens de faire notre job de façon la plus correcte qui soit. Parfois, vous parlez des séries américaines qui donnent une image assez presque glamour de la fonction. Et vous expliquez notamment un cas où la dame attend le médecin légiste qui arrive, elle est un petit peu surprise, voire lui dit de pas rester. C'est un de mes amis. C'est un de mes amis à qui c'est arrivé. Il est chef de labo à Dinan, il se reconnaîtra. Et c'est lui qui me raconte cette histoire. Il y avait eu un vol dans une habitation, le labo devait venir pour relever les empreintes, etc., etc. Les policiers étaient passés, ils avaient dit à la dame, surtout ne vous rentrez pas chez vous, attendez le labo, ils vont venir prendre des empreintes, ne venez pas gâcher ce qu'ils appellent la scène de crime. Et donc le labo arrive, et la dame avait réservé une place, mais une place de parking pour un bus, quoi. Elle s'attendait à avoir un Hummer 2, comme dans les séries américaines. Oui, c'est gros véhicules 4x4. Et mon pote s'amène avec une Kangoo, quoi. Et il se gare à l'emplacement juste devant la maison de la dame, et la dame lui dit, écoutez, non, ça, c'est pour le labo. Et le gars la regarde, lui dit, mais madame, le labo, c'est moi. Et la dame lui fait, ça casse le mythe. Il s'en est remis, maintenant il en rigole, mais objectivement, il a un peu pris dans la tronche quand la dame lui a balancé ça. Après, dans ces séries TV, il y a parfois des choses qui sont correctes aussi. Tout à fait. Quand vous voyez surtout maintenant, au début pas, mais maintenant oui, quand vous voyez les techniques qu'ils utilisent pour la révélation des empreintes digitales, avec des aquariums dans lesquels on place les objets, des fumées qui se dispersent dans le corps, tout ça c'est juste, et ça permet effectivement d'arriver aux conclusions qu'ils proposent. Hein. Tout ça, ça marche. Ce qu'il y a, c'est que dans ces séries-là, ça marche toujours. Alors que nous, quand on recueille des éléments sur la scène de crime, on a des éléments d'un peu toutes sortes, il faut encore qu'ils correspondent au crime et qu'ils ne soient pas ou antérieurs ou postérieurs, vous voyez. Oui. Donc chez eux, tous les éléments sont en relation avec l'événement qui s'est passé, avec le crime qui s'est produit. Chez nous, pas. Automatiquement. Alors, j'ai deux petites questions. Enfin, j'ai tout d'abord une remarque de Paul qui dit la Bible, bon, voilà, on ne va pas rentrer dans les confessions des uns et des autres, mais dit qu'il n'y a pas de communication entre les hommes et les morts, donc le mort est mort. Ah oui, le mort, il est mort. Je n'ai jamais dit que je parlais avec lui, qu'il me parlait dans un langage intelligible. Hein. C'est moi qui le fais parler. Ça veut dire que je relève sur le corps des éléments, et ces éléments me donnent des indications quant à ce qui s'est passé. Donc, faire parler le mort, ça veut dire, sur base des éléments que l'on recueille sur le corps, faire comme si il nous disait quelque chose. En fait, il ne nous dit rien, évidemment. Exactement. Avec parfois aussi des cas de figure où on peut croire que les choses sont évidentes, qu'un crime s'est déroulé selon les premières constatations, et en fait, c'est tout à fait autre chose qui s'est produit. Il n'y a rien de pire que de penser que c'est évident. Oui. Vraiment. On part sur une idée, puis on arrive sur une autre. On part sur un meurtre, voilà. On se retrouve avec un suicide. Oui. On part sur un suicide, et puis on se retrouve avec un meurtre. Pourquoi est-ce qu'on part sur le suicide? Parce que l'arme est dans la main, elle est au contact de la tempe. Mais voilà, c'est pas la bonne main. Il est droitier, il n'est pas gaucher. Et il n'y a pas de trace de poudre sur la main. Donc ce qui passait pour un suicide évident, pour tout le monde, est en fait un vrai meurtre. Oui. C'est des histoires comme ça, il y en a plein. Hein. C'est des petits détails parfois qui attirent l'attention et qui font qu'on se dit « Ah bah non, c'est pas ça. On s'est trompé. » Les premiers éléments d'enquête allaient dans un certain sens. Je me souviens d'une dame que l'on disait suicidée. Et puis on découvre qu'en fait non, pas du tout. Elle a été tuée par son mari. Le médecin généraliste qui était passé pensait que la balle était rentrée par la bouche parce que le nez saignait et qu'elle était sortie par l'arrière du crâne. Et en fait, la balle n'était jamais rentrée par la bouche, elle était entrée par l'arrière du crâne et elle s'était arrêtée à l'intérieur du crâne, dans la boîte crânienne. Mais il a présumé que puisque le nez saignait, elle était rentrée par la bouche. C'est une faute. C'est pas vrai. C'est pas parce que le nez saigne que la balle passe par la bouche.
Effectivement, on apprend aussi dans le livre que l'impact, la manière dont la balle rentre enchaîne un certain nombre de conséquences qui vous permettent d'interpréter, de dire voilà, elle est rentrée comme ça par ce biais-là, et elle doit se retrouver à l'intérieur du corps parce que parfois elle ne ressort pas automatiquement, elle peut être freinée, voire complètement arrêtée. Et là, j'imagine que c'est dans une deuxième phase où vous devez vraiment regarder le corps Il faut tout faire. Oui. On doit faire l'autopsie complète et on fait toujours les autopsies complètes. Imaginons une balle dans le crâne, on va néanmoins faire une autopsie complète, y compris du thorax, de l'abdomen, etc., à la recherche de tous les éléments, mais vraiment de tout. Pourquoi ? Eh bien parce que ce que je veux donner aux magistrats, ce que les médecins légistes veulent donner, il n'y a pas que moi, aux magistrats, c'est une certitude. La balle qui est passée dans le crâne est bien la cause du décès. Voilà. Ça doit être une certitude. Ça veut dire que je veux prouver qu'il n'y a pas d'autre cause de décès annexe possible. Que la personne n'a pas été empoisonnée peut-être avant. Par exemple, j'ai une jeune fille qui pense tuer son père avec l'arme à feu de son père, je le raconte dans le bouquin. Tout à fait. Avec l'arme à feu de son père, elle vide le chargeur, le papa, il est au lit, c'est la nuit, elle croit qu'il dort, elle vide le flingue, il y a une balle qui traverse le cœur, effectivement, elle l'aurait tué, elle avait bien tiré, elle savait tirer. Oui, mais l'autopsie montre qu'il était déjà mort. Il était déjà mort, oui. Il avait fait une rupture d'anévrisme cérébral durant la nuit, donc il en était mort. Et la jeune fille, en arrivant, n'a pas vu que son père était mort. Elle l'a, entre guillemets, tué une seconde fois. Elle l'a néanmoins pas tué. Il y a une loi. On est dans un état de droit. Pour tuer quelqu'un, il faut qu'il soit vivant. Alors je ne dis pas qu'elle n'est pas méchante, au sens de la loi, oui. Et qu'elle n'a pas voulu tuer son père, qu'elle n'a pas utilisé effectivement les instruments qu'il fallait pour, que la balle n'est pas passée par l'endroit qu'il fallait, le cœur en l'occurrence. Tout est bon. Il manque un truc, il était déjà mort. Et s'il était déjà mort, elle n'est pas inculpable. En tout cas, pas pour ça. Et donc pas condamnable non plus. Dès lors. Alexandre nous demande, nous demande si vous arrivez à dormir après avoir réalisé... C'est une question qu'on pose souvent, ça. En fait, dormir, pour moi, n'a jamais été un problème. Parfois, je fais une nuit blanche, mais ça, je fais une nuit blanche tous les X. C'est dans mon métabolisme. Ça ne m'inquiète pas. Mais voir un mort ne m'a jamais empêché de dormir. Mais jamais. Pire, je n'en rêve pas. N'ai jamais rêvé d'un mort. En fait, je suis fait comme ça, je fonctionne à tiroir. Donc j'ai un tiroir avec la médecine légale, un tiroir avec ma vie privée, et ils n'intercommuniquent pas. Vos collègues sont dans le même état d'esprit ? Oui, parce que sinon, ils n'arriveraient pas à vivre. Ce n'est pas un métier que vous pouvez faire si les morts viennent vous hanter. On est à Halloween, ça tombe bien. Oui. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Vous devez encore avoir une vie privée, vous devez encore avoir une vie... Et il ne faut pas que ça retentisse dessus. Donc on a déjà eu, malheureusement, chez nous, des assistants qui n'étaient pas assez préparés à cela, qui ont dû nous quitter en cours de formation. C'est arrivé plusieurs fois. Parce que c'est un métier qui nécessite justement qu'on sache faire la part des choses. Étienne nous demande, sans aller jusque-là, sans être hanté, si vous devez suivre de temps à autre un suivi psychologique suite à ce que vous voyez régulièrement. Là, on ne l'a jamais fait. Alors c'est marrant qu'il pose cette question parce que ça m'a déjà frappé moi aussi de ne jamais en avoir eu. Je suis parti au Kosovo, j'étais déterré des gens là-bas, il y avait des charniers, c'était l'époque de Slobodan Milosevic, donc on est en 1999. J'ai autopsié là-bas une bonne centaine de personnes qui avaient été massacrées, comme vous pouvez l'imaginer, puisque c'était une opération ethnique. Et tous les policiers qui nous accompagnaient, et même le psychologue qui nous accompagnait, ont eu un débriefing psychologique, nous on n'a pas eu. Et objectivement, ça ne m'a jamais manqué. Je n'ai pas ce besoin. Pour moi, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Et je sais que l'être humain peut être absolument horrible. Et je sais qu'il peut être absolument criminel, mais comme on n'imaginerait pas. Tout ça, je sais. Je le sais, je l'ai vécu, pas moi-même évidemment, mais à travers mes missions. Je l'ai vu. J'ai vu des attentats djihadistes. J'ai vu toutes ces choses. Ça ne me touche pas au point de mettre en péril ma psychologie, ni de mettre en péril la foi que j'ai dans la capacité de l'homme à être quelqu'un de bien. Voilà. Donc, non, je n'ai jamais besoin. Je n'ai jamais eu besoin de ça. J'avais des questions sur le don d'organes. On sort un peu du cadre, mais globalement, il y a eu une réponse qui a été apportée. C'est à la commune que vous devez vous adresser pour vous déclarer comme donneur d'organes. Dans votre spécialité, est-ce important ? Est-ce que vous avez recours dans l'étude, dans l'apprentissage, justement à des organes, à des corps dont vous avez besoin pour former les futurs médecins légistes ? Non, les futurs médecins légistes, on les forme sur le terrain. Ça veut dire qu'ils ont 50 formations déjà, donc c'est plusieurs années de cours.
Donc on est médecin généraliste et puis on devient médecin légiste, c'est ça? On est médecin, pas généraliste, on est médecin. Donc vous sortez de médecine après 6 ans, vous êtes médecin. Et puis vous entrez en spécialisation de médecine légale qui dure 5 ans, au terme de laquelle, si vous réussissez les différents stades, vous êtes alors proclamé spécialiste en médecine légale. Et donc, le médecin, au départ, doit ensuite être formé. Mais c'est comme dans toutes les formations de la médecine, en fait. On a un apprentissage, une espèce de compagnonnage qui se fait avec le chef de service, qui se fait avec les superviseurs. On forme les gars. Ils nous suivent surtout, ils voient comment on fait. Et surtout, quand on les envoie seuls, après, au terme de plusieurs mois de formation, on les envoie seuls et on vérifie ce qu'ils font. Donc à chaque fois, ils doivent nous contacter. Et maintenant, avec ces petites bestioles qui sont juste des pures merveilles de technique, ils peuvent même nous envoyer des photos, on n'est pas obligé d'aller sur place, des photos de ce qu'ils voient pour nous demander si leur interprétation est correcte. Donc on les supervise encore pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, j'ai une assistante qui est en cours de formation, j'ai 2 autres assistants qui sont en cours de formation. Régulièrement, on se voit, on discute des thèmes ou on m'envoie les photos pour avoir un avis. On me pose une question, je vous avoue que je ne la connais pas, mais je ne comprends pas, mais c'est pourquoi coudre les paupières? On ne les coupe pas. D'accord. Moi, je ne les coupe pas. Je ne sais pas où on fait ça. Peut-être ai-je une réponse à apporter à cette dame. Ça ne doit pas être un cadavre médico-légal, mais un cadavre d'hôpital où on lui a prélevé les cornets. D'accord. Et donc, quand on prélève les cornets, effectivement, soit on colle les paupières, c'est ce qu'on fait le plus souvent, mais je sais que dans certains cas, quand il n'y a pas de colle, on peut effectivement coudre les paupières. Mais la plupart du temps, on les colle. Nous, on ne fait pas ça. Nous, quand on ouvre le corps, on remet les organes à leur place et on recoue le corps. Donc, on recoue complètement le corps, mais les yeux ne sont pas extraits. Donc, on ne coupe pas les paupières. D'accord. On me demande, professeur, quand pouvons-nous suivre une conférence de votre part? C'est Karine qui nous demande ça, et une démonstration sans être élève pour mieux apprendre en tant que policier. Donc là, j'ai envie de dire, il y a plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que vous conseillez, est-ce que vous donnez des conférences singulièrement à des policiers? J'en donne à la demande, mais pas spécifiquement à des policiers. Mais à la demande, oui. Ce sont des services clubs. J'ai fait une conférence à Verviers il y a quelques années pour une œuvre. C'était les Cliniques Clowns. Il y avait 300 et des personnes qui ont assisté et l'argent est allé à l'œuvre en question. Voilà, c'est des trucs comme ça que je fais, bien volontiers, sans être payé. Je ne suis jamais payé pour une conférence. Et pour la présidence du CHU, je tiens à le préciser, je ne suis pas payé non plus. C'est gratis pro deo. C'est important de le préciser, effectivement. Et je vois une démonstration sans être élève, j'en déduis d'assister. Et là, par contre... Pour les policiers, ce n'est pas un problème. D'accord. Ce n'est pas un problème, il suffit qu'ils le demandent. Et d'avoir, évidemment, le jour où on a l'autopsie, l'autorisation du magistrat. C'est obligatoire. Voilà, exactement. Ouais, c'est obligatoire. Donc, pour assister à une expertise, en tant que policier, avec l'accord du magistrat, c'est possible? C'est possible parce que les magistrats considèrent, et ils ont raison, je suis d'accord avec eux, que ça fait partie de leur formation et ça développe leurs compétences. Donc, c'est une chose importante et intéressante même qu'ils puissent assister à des autopsies. Avant, ils avaient des cours. Je ne sais pas aujourd'hui où ils en sont. C'est des cours que je donnais, puis j'ai dû démissionner, que je suis devenu prof d'UNIF. Et je leur présentais à l'époque une autopsie. Pas filmé, mais en photo. On n'était pas encore à l'époque du film. C'était avant les années 2000. Donc, c'était en photo et je leur montrais les différents stades de l'autopsie pour qu'ils voient ce qu'est une autopsie et qu'ils ne doivent pas tous défiler dans ma salle d'autopsie qui ne peut quand même pas contenir toute la police de Liège. Non, c'est très clairement. Et pour des particuliers comme vous et moi, là, par contre... Ça, c'est totalement impossible. Voilà, il faut vraiment avoir un but. C'est-à-dire, dans le cas du policier, c'est améliorer ses compétences. On le fait pour des pompes funèbres, par exemple. Ah oui. Parce que pour eux, c'est important. Après, s'il faut injecter le cadavre ou s'il faut faire une préparation du corps, c'est important qu'ils sachent comment se déroule une autopsie pour savoir ce qu'ils peuvent faire de façon résiduelle. On le fait aussi pour des infirmiers de service d'urgence, pour des médecins, toujours avec l'accord des magistrats. Ce n'est pas moi qui donne l'accord, c'est le magistrat, mais toujours à visée de formation. Est-ce que votre spécialité a évolué au fil du temps? Eh bien, très peu. Très, très peu. Et on sait qu'il y a un Liégeois, notamment, qui est une personnalité historique importante dans l'analyse chimique, notamment. C'est pas dans les chimiques, c'est dans les mouches et les insectes. Ah, dans les mouches et les insectes, oui, c'est vrai. Alors c'est dans votre livre aussi, vous écrivez ça. C'est un truc complètement génial. Bon, voilà. J'adore raconter cette histoire. On a le temps. Oui, bien sûr. Il s'appelle Marcel Leclerc. Et Marcel était, malheureusement il est décédé, un fou des mouches. C'était sa lubie, c'était sa passion, les mouches. Il allait en vacances, il partait avec un parapluie, un filet, un arrosoir, il arrosait le parapluie, les mouches venaient dessus, il jetait le filet, il récupérait les mouches, il les analysait. 2 millions de mouches au total, il avait chez lui dans des je ne sais plus comment on appelle ça, des petits pots, accrochés quoi, et fixés.
pour pouvoir les étudier, pour pouvoir conserver la trace. Donc c'était un type vraiment formidable. Et puis on découvre un meurtre qui a secoué la Belgique. On ne va pas le citer, mais on a trouvé des mouches sur les cadavres en question. Et on est dans les années 90. Les 2 magistrats qui sont en charge du dossier décident d'aller voir les Américains, estimant que c'était certainement les meilleurs. Bon, ils ne sont pas renseignés, mais certainement les meilleurs. Et là, les Américains leur ont dit, bien écoutez, c'était FBI, les mouches qu'on a en Amérique ne sont pas les mêmes que vous avez en Belgique, donc on ne les connaît pas. Et 2, le gars qui nous a appris la matière, eh bien, il est belge, il s'appelle Marcel Leclerc, il habite Liège. Et le gouvernement américain l'a déjà d'ailleurs décoré pour l'apport qu'il avait fait à notre pays en nous enseignant cette matière qu'on ne connaissait pas. Il y a de quoi tomber sur le cul. Objectivement, on a mais ça c'est les Belges, on ne sait pas se vendre, on ne sait pas se vanter, on a le savoir-faire mais pas le faire savoir. On ne sait pas le faire savoir. Et là, on avait la sommité mondiale en matière de mouches et d'insectes d'entomofaune, c'est la faune d'insectes qu'il y a sur le cadavre, on l'avait ici à Liège et personne ne le savait. Parce qu'effectivement, vous arrivez sur des scènes, parfois où le cadavre est décédé depuis déjà de nombreux jours, et donc il y a déjà un état de décomposition qui provoque l'arrivée notamment de mouches, et ces éléments-là permettent d'identifier le timing. Le moment du décès. C'est-à-dire qu'en voyant les mouches, les entomologues les connaissent et ils savent dire depuis combien de temps une personne est morte en regardant le type de mouches qui sont là et le stade de développement des mouches en question. Donc c'est hyper précieux parce qu'en fait, vous devez savoir qu'au-delà des 24 premières heures, on n'a plus aucun moyen d'avoir une certaine pertinence quant à l'évaluation du moment du décès. Donc avoir des mouches, ça nous permet d'être vraiment très très précis. Et Marcel Leclerc, en l'occurrence, j'en parle dans ce livre, sur une momie, a pu nous dire, en fonction des mouches que l'on a trouvées sur la momie, c'est pas une momie égyptienne, c'est un gars qui est mort à Seraing. Sur la momie en question, il a pu nous dire que le bonhomme était mort depuis 547 jours. C'est une expérience inouïe, c'est une précision surtout complètement inouïe par rapport à un cadavre qui pour nous était juste une momie et par rapport auquel je ne pouvais pas vous dire justement parce que c'était une momie s'il était mort depuis 6 mois ou s'il était mort depuis 15 ans. La momie, elle évolue plus. Elle est dans un stade fixé. Tant que le niveau d'hygrométrie ne change pas, elle évoluera plus. Je suis sûr que si on le déterre aujourd'hui, on va encore le retrouver plus ou moins intact, sauf si la terre est vraiment très, 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 très humide. Et donc, c'est vraiment une matière qui est très importante à pouvoir disposer pour évaluer le moment du décès. Il vous arrive par ailleurs effectivement de devoir déterrer des corps, voilà, vraiment post-mortem, mais alors post-enterrement, de ressortir effectivement un corps et de pouvoir encore en trouver des informations. Comment est-ce possible Ça dépend. Ça dépend de la terre. Là, derrière vous, il y a des images de cimetières. C'est une terre qui est relativement friable. Ça, c'est des terres qui laissent passer l'eau, qui laissent passer l'air. Et les corps qui se trouvent là en dessous, en général, en 2-3 ans, ils sont lessivés. Vous vous souvenez de la catastrophe de la rue Léopold, Oui, il y a une petite dame que je voulais absolument identifier, parce qu'il s'agissait d'identifier tout le monde là-dedans. Et pour les petits jeunes de la maison de gauche, il n'y a pas de problème, c'était identifiable. Mais la maison de droite, par contre, c'était vraiment calciné. Et donc, pour les identifier, il me fallait de l'ADN. Et elle avait perdu son fils 2 ans auparavant, un toxicomane. Il était enterré dans ce qu'on appelait auparavant la fosse commune, qui n'en est plus une, mais dans le carreau 8 des indigents. On savait où il était. On l'a déterré. 2 ans plus tard, j'ai retrouvé un morceau de crétiliaque et un petit morceau ici d'apophyse. C'est tout ce que j'ai eu. Je n'ai rien eu d'autre. Après 2 ans. Pourquoi ? Parce que la terre était telle qu'elle laissait passer l'eau et l'air en quantité suffisante pour altérer le corps et le faire disparaître très vite. Par contre, en d'autres endroits du cimetière, à Robermont, j'ai aussi déterré des gens. Au bout de 30 ans, j'ai encore trouvé qu'ils étaient plus ou moins intacts. J'ai encore trouvé des morceaux de foie, des morceaux de rein sur lesquels j'ai pu faire des analyses pour évaluer s'il y avait eu un empoisonnement ou pas. Donc, vous voyez, ça dépend ça dépend vraiment de la terre, quoi. Et donc, cet ADN retrouvé a permis d'identifier qu'il était bien le fils de la dame en question, et donc que c'était bien cette dame qui était décédée, vous avez pu l'identifier. Donc voilà, pour la famille ou pour elle n'est plus de famille, mais il y aurait une famille. De toute façon, c'était important pour tout le monde, et tout le monde là-bas, les autres, avaient tous de la famille, donc c'était important de savoir qu'ils étaient bien parmi les défunts, parce qu'ils étaient plus reconnaissables, donc il fallait avoir une certitude. Et puis, c'était important aussi de savoir qu'il n'y a personne d'autre dans cette maison. Tout à fait. On ne sait jamais. Oui. Les questions tombent dès lors. J'y reviens à Keddi. Et les défunts qui laissent leur corps à la science, on en fait quoi ? Alors, c'est pas chez nous, c'est à l'Institut d'anatomie.
Et laisser son corps à la science, ça veut dire qu'il va se passer deux choses. Soit on va le passer aux étudiants pour faire de l'anatomie topographique, donc ils vont faire ce qu'on appelle de la dissection, de façon à pouvoir voir les différents muscles, les artères, les veines, les nerfs, voir l'organisation du corps. Vous savez, ils ont ça sous format digital. Aujourd'hui, on fait des merveilles en digital. Mais il n'y a rien de tel que de le voir en vrai pour pouvoir bien comprendre. Surtout si on va être chirurgien un jour, ou médecin légiste, pour pouvoir bien comprendre et connaître l'anatomie. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on s'en sert aussi à visée éducative et d'entraînement pour les chirurgiens, pour, par exemple, opérer un genou, pour opérer une hanche, pour opérer une épaule, pour faire des infiltrations, etc. Ils servent aussi dans ce contexte-là. Donc, ils ont deux niveaux d'utilité. Il nous reste moins de 3 minutes et plein de questions sont tombées, donc on va faire très très vite. Est-ce qu'une personne décédée avec la gangrène peut fausser les résultats d'une autopsie? Non. Non. Comment est née votre vocation? On va y revenir dans un instant. Un médecin légiste doit-il également avoir une formation judiciaire? Oui. Oui, okay. On fait du droit. Donc vous faites du droit également. Et puis, donc, comment est née votre vocation? Par hasard. C'est dans le bouquin. C'est dans le bouquin. C'est dans le bouquin. Si on veut le raconter, on en a pour 3 minutes. Mais je veux bien. Hein. Ça va être court parce qu'il nous reste moins de 2 maintenant, mais en quelques mots. Je faisais de la recherche en anatomie et je me suis retrouvé un jour au service de médecine légale. Et j'ai découvert une autre façon d'aborder les corps et j'ai découvert une autre matière qui me plaisait. Et donc j'ai voulu faire un stage, j'ai fait un stage et au terme de ce stage, je voulais toujours pas être légiste, mais ça m'intéressait. Et il a fallu encore quelques années d'évolution pour que je devienne médecin légiste, en fait que j'accepte de le devenir et qu'aujourd'hui ça devienne une passion, quoi. Oui, ça n'a pas été un coup de foot tout de suite, mais ça devait mûrir. Oui, effectivement. Sur votre spécialité, vous dites aussi le manque de moyens parfois de la justice fait qu'il y a sans doute des décès, des morts, des meurtres à côté desquels on passe. Oui, il y a une étude qui a été faite qui les évalue à 70 à peu près par an en Belgique. Oui. Par manque de moyens. Donc manque d'autopsie. Écoutez, c'est facile. En Europe, on autopsie à peu près 10% des corps. En Belgique, 1 à 2%. Voilà. D'accord. Et ça, c'est vraiment un manque de moyens ou un manque de volonté politique de mettre... La balle est dans le camp du politique. Nous, on est prêts. D'accord. Parfait. Je rappelle, donc, Les morts ont la parole, votre livre, qui se trouve un peu partout, sans aucune difficulté, aux éditions Kennes, voilà, par Philippe Boxo. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Un dernier mot sur celles et ceux qui voudraient devenir médecins légistes ou comment les convaincre? En fait, on en a tous les ans qui se présentent. Beaucoup de courage, parce que les places sont chères. D'accord, voilà, ce sera le mot de la fin, effectivement. Merci d'avoir été avec nous. J'ai vu qu'il y avait encore des questions qui sont tombées, mais un petit peu tard, désolé. On espère que ça vous a plu, en tout cas, dans cette émission vitale, un petit peu particulière, certes, avec une discipline qui est bien utile aussi pour notre société. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été avec nous, à Jean-Pierre Marzial et les équipes d'RTC pour cette émission. On se retrouve très bientôt. Au revoir.